Les disputes entre frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le sujet du dernier épisode. Pour en parler, j'étais allée à Liège, en Belgique, consulter une psychologue clinicienne, Stéphanie Axe. Et ce qui m'avait surprise dans son approche, c'était sa manière de dédramatiser la rivalité entre frères et sœurs. On aurait tort de connoter la rivalité comme quelque chose qui est délétère. Et même de la valoriser. Au contraire. En montrant que, contrairement à ce que l'on ressent sur le moment, se pouiller avec ses frères et sœurs, c'est bénéfique. Ça doit faire partie de la palette d'apprentissage qu'un enfant doit faire dans l'enfance. En gros, je simplifie, il faudrait réécouter l'épisode en détail, mais à force de se balancer des Playmobil dans les gencives... Je suis très énervée. Donc là, j'ai une haine qui monte envers mon frère. Ou de tout le temps se faire piquer ses affaires. Ça m'énerve, ça Des m'énerve. disputes, des conflits. T'es trop méchant. On acquiert, petit à petit, des compétences sociales qui nous seront très utiles ensuite dans la vie pour mener notre barque. Ça va, Riri? Ah bah oui, ça va, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sauf que parfois, en grandissant, on n'arrive pas à dépasser les rapports de force qui se sont installés comme ça avec nos frères et sœurs dans l'enfance. Y a rien, je te demande si ça va, c'est tout. Tu me dis ça va, Riri, avec un air, là, on dirait un docteur. Incroyable, je te demande gentiment si ça va. Je t'ai rien fait. Et dans ces cas-là, si ça fait trop souffrir, Stéphanie Axe propose des séances spécialisées où des fratries adultes peuvent venir consulter ensemble pour tenter de dépasser des tensions qui remontent en général à l'âge des poupées Barbie. Oui, il y en a d'autres. Voilà, c'est pas bien, elle le fera plus. Et c'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Au moment où Stéphanie Axe allait nous expliquer comment elle mène ses opérations de reconnexion. Quelle méthode thérapeutique elle utilise. Alors, je vous préviens tout de suite, elle n'a pas de formule miracle pour se réconcilier en 5 étapes et repartir main dans la main, batifolée dans des prairies en fleurs. Ce que propose Stéphanie Axe, c'est plutôt une espèce de méthode pour radiographier l'album de famille. Rassembler les différentes images que chacun gardait dans son coin, rescotcher les vieilles photos déchirées, examiner celle qui, tiens, comme par hasard, était restée bien planquée au fond de la boîte à chaussures, ce qui permet de faire apparaître plein de détails auxquels personne n'avait jamais fait attention, mais aussi des trucs énormes qui étaient tellement en évidence, en gros plan, là, sous notre nez depuis toujours, qu'on les voyait même plus. C'est un peu comme si on passait son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, waouh, au bain révélateur. Et vous allez voir, ça décale. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller plus fort? Vivons heureux avant la fin du monde. Conflits, rivalité, jalousie. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. C'est elle qui a commencé. En ligne chaque mois, si on y arrive. On fait pas de mal, on s'entraîne à mordre et à griffer. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Anna Duy et produite par Arte Radio. Mais c'est pas possible, il va tout me gâcher dans ma vie. Épisode 34, Frères et sœurs. Comment recoller les morceaux? Donc, quand les patients arrivent dans le cabinet de Stéphanie Axe, en général, ils ont déjà des dizaines d'embrouilles au compteur. Et pour éviter que ça ne reparte direct en sucette, elle cadre les échanges de manière très rigoureuse. En s'appuyant sur les travaux d'un psychiatre dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, mais qui est un des pères fondateurs de la thérapie familiale, un certain Ivan Bojormenyi-Nagy. Il est d'origine hongroise. Do you see Mark being helpful to you, like, caring about how you feel, or you don't see that? No. Can't see it. C'est lui qu'on entend là, dans cette archive des années 70. Interrogé patiemment de sa petite voix douce, une famille italo-américaine qui a bien besoin de laver son linge sale.
But talk their way. does he really mean to discourage him, or would he like to straighten him out? Yes, he does. Bozor Mény-Nagy, c'est un psychiatre né en 1920, hongrois, qui a immigré aux États-Unis dans les années 50. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il vient d'une famille de magistrats. Donc, tous ses frères, son père, grand-père étaient magistrats. Et donc, la question de la justice fait partie de tout son modèle, c'est-à-dire une justice autour d'un équilibre entre ce que nous avons donné et ce que nous avons reçu dans nos liens les plus importants, et en particulier dans les liens familiaux. How is that? I mean, is it just fighting between him and you, or do you see yourself as caring or doing something for him? Voilà, toute la méthode de Bozor Mény-Nagy se base sur une grande valeur centrale qui parle à tout le monde, la justice. Et qui est définie en plus d'une manière très accessible. La justice, dans une relation humaine, c'est l'équilibre entre ce que l'on a donné et ce que l'on a reçu. Punto. Ça peut paraître simpliste au premier abord, mais justement parce que c'est simple, ça permet de donner un cadre très clair aux rencontres familiales. Une espèce de grande grille de lecture générale qui aide à traduire tout le bordel vécu en vrac au fil des années en famille avec nos frères et sœurs, sous la forme d'une équation simple. Dans les familles qu'on rencontre, les couples, les familles, les fratries, quand elles viennent, la plainte, c'est souvent « c'est pas juste ». J'ai ralenti ma carrière, bien j'ai donné de l'attention, j'ai donné du temps. Ou bien, dans mon enfance, moi, je n'ai pas eu de sécurité, j'ai pas eu d'amour. Au vu de tout ce que j'ai l'impression d'avoir donné, c'est ça que je récolte, c'est pas possible. Donc, en fait, les plaintes les plus souffrantes, c'est souvent des plaintes autour d'un sentiment d'avoir donné et qu'on n'en a pas eu la reconnaissance qu'on attendait, ou que l'autre n'a pas vu qu'on donnait et validé comme quelque chose de valorisant, soit d'avoir donné énormément dans un lien et d'avoir été traité injustement. C'est vraiment une plainte de justice. Alors, cette grille de lecture des injustices relationnelles, en plus de fournir un cadre général à la réflexion, elle permet d'évacuer un mythe qui entretient pas mal de malentendus au sein des familles, celui de l'amour inconditionnel. Cette idée qu'avec nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, on serait censé donner sans rien attendre en retour. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Eh ben non, désolé, la vie, c'est pas une chanson. En réalité, pour chacune de nos relations, on tient une petite comptabilité spécifique avec 2 colonnes, ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Et quand la balance n'est pas à l'équilibre, il y a un trou dans la caisse et on a mal. Quand on vit de l'injustice, on n'a plus d'élan à continuer à donner. Or, pour qu'un lien vive et soit nourri, on doit donner. L'originalité aussi de Bozor Mény-Nagy, c'est de partir de cette conviction thérapeutique. L'être humain, il est fait pour donner de lui, il est fait pour donner soin, soutien, compassion, parce que quand on donne, on mesure aussi sa valeur. Et ce qui est encore plus fort, c'est que Nagy le situe pour et autour de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, dès son plus jeune âge, est un sujet qui a besoin de donner. On doit l'aider à pouvoir donner quelque chose d'utile et à en obtenir une forme de validation, en fait. Alors, crème glacée, il m'en faut de la crème. Est-ce que c'est la volonté de l'enfant de recevoir, recevoir, recevoir ? En fait, non. Les poissons et les gâteaux arrivent. Le manger, le dîner arrive. Si Stéphanie Axe insiste autant sur ce besoin quasi vital chez les enfants de donner, à leurs parents surtout, c'est parce que ça a énormément de répercussions sur nos liens avec nos frères et sœurs. Et pour le comprendre, il faut essayer d'imaginer la vie de famille ordinaire
comme une espèce de grand marché d'échange permanent. Je peux vous donner de l'argent. Tenez. 4000 là. Et se demander Merci. qui donne quoi dans cette famille. Qui donne quoi et à qui. Et qu'est-ce que chacun reçoit en retour. Voilà, ça c'est le papier. Alors, on va encore un peu là. Au papier. Doucement. Ça peut être un certain nombre de pépitos au goûter, de l'argent de poche, un bougeoir en pâte à sel pour la fête des mères, mais Tu vas me laisser toute seule comme ça là, regarde. aussi des choses beaucoup plus difficiles à évaluer objectivement. Un mot gentil le soir avant d'aller se coucher, vider spontanément le lave-vaisselle, amener sa petite sœur le matin à l'école, ou sacrifier ses samedis matins à se peler les miches dans les gradins du stade pendant l'entraînement de rugby du petit dernier. Il reste plus rien sur la table là-bas. Tu sais pas. Tu vais où? Tu vois, tu mets tout dans le bac jaune. Moi, je sais pas où c'est. Et puis les enfants, On n'en a pas clairement conscience au jour le jour, mais la vie de famille nous plonge, nous, nos parents et nos frères et sœurs, dans un système de dons et de contre-dons incessants, d'autant plus complexe que la valeur de chacun des petits gestes que l'on fait les uns pour les autres est très subjective. D'où les malentendus, les rancœurs, les pétages de plomb. Et ce qui est thérapeutique pour Stéphanie Axe, c'est d'identifier les logiques qui régulent ou détraquent cette économie souterraine dans laquelle on est tous embarqués sans le vouloir. Un enfant, un adolescent, un adulte qui donne, quand ce don est vu, reconnu, ce que ça engendre, c'est ce qu'on appelle en contextuel une légitimité constructive. La légitimité constructive, c'est l'expérience positive répétée d'avoir donné et d'avoir été validé, reconnu pour ce qu'on a donné. On le vit tous dans nos vies. Si vous êtes attentif, un frère ou une sœur qui a un passage de vie difficile, si vous prenez des nouvelles, si vous êtes là en soutien et que vous recevez un message disant « c'est vraiment bien que tu sois là, merci pour ton soutien », ce que ça provoque chez vous, c'est l'envie de recommencer. Ça permet d'entretenir son petit moteur à donner. En revanche, quand on offre du temps, de l'énergie, et que soit ça paraît tout à fait normal, soit ça semble pas assez, en tout cas que c'est pas validé à sa juste mesure, le risque, c'est que ça entraîne ce qu'on appelle donc une légitimité destructive, c'est-à-dire une espèce de droit relationnel, soit à ne plus donner, soit un droit à une réclamation. Mais ce qui est destructeur, c'est que malheureusement, la plupart du temps, ça s'exprime vis-à-vis d'un tiers qui n'a rien à voir avec l'injustice de base. Ce mécanisme, Bojormeni Nagy lui a trouvé un nom marrant. Dans son modèle, il appelle ça l'ardoise pivotante, au sens de faire payer la note à quelqu'un d'autre. Comme un cafetier qui ferait crédit depuis des mois au même pilier de bar, mais qui finit par demander de régler l'addition au client d'à côté. En fait, je ne crois pas que ça arrive tant que ça pour de vrai dans les bars. En revanche, c'est un grand classique de l'économie familiale et des relations frères-sœurs. Et j'ai dit à mon frère, je te hais. Mais je lui ai dit dans un sourire, je crois que je te hais. On a donné parfois beaucoup à un parent qui a considéré que c'était normal ou qui n'a rien vu ou pire, qui considérait que ça ne valait rien. Eh bien, le risque, c'est de présenter la note non pas à nos parents parce qu'il y a beaucoup de peur, on les continue à les protéger. Oh non, maintenant ils ont vieilli, je ne vais pas les embêter avec ça. Il y a beaucoup de peur et de protection, mais aussi des peurs pour soi. C'est-à-dire, si je réaborde ce chapitre où j'ai donné beaucoup de mon enfance et qu'il continue à nier, ça va me faire trop de mal. Donc, je préfère fermer le dossier, c'est bon. Et donc, la note va, de façon évidemment inconsciente, se présenter dans les relations fraternelles parce que quand on a une note, une ardoise à adresser aux parents par rapport à des injustices, dans l'enfance, les proches à disposition
si on peut dire, pour présenter cette note, ce sont les frères et sœurs. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à eux qu'on a trop donné, c'est à d'autres. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Ouais. Il faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. T'as compris quelque chose, toi? Ben oui, tout. T'es vexé? Oui, moi je dirais ça, ouais. Il y a que la vérité qui blesse. Non, patron, c'est pas vrai, ça. Moi aussi je disais ça, mais jusqu'à 12 ans. Bon, on peut pas se parler entre frères et sœurs? Hein? Et ce qui est terriblement ironique dans ce qu'observe Stéphanie Axe pendant les consultations, c'est que plus on a des raisons d'en vouloir à ses parents, plus ils ont été foireux, à l'ouest, dépassés par les événements, moins on osera leur demander de compte. Tout ça à cause d'un autre mécanisme fondamental de la vie de famille, qui s'appelle la loyauté. Et là encore, c'est pas inutile de comprendre comment ça marche et comment ça peut se répercuter sur la fratrie. La loyauté, c'est un moteur excessivement puissant de nos relations et ça n'a rien à voir avec l'amour. Une personne peut être hyper loyale à des parents tout en se plaignant d'eux, en disant « moi j'ai rien reçu de mes parents, ils n'ont pas été aimants avec moi ». Ça n'empêche pas qu'elle se sente une loyauté. On sait que nos parents nous ont donné la vie. C'est suffisant pour souder une loyauté de l'enfant à ses parents, donc ce qu'on appelle la dette de vie. Et donc, en fait, ce qui risque de se produire, c'est que chacun dans leur coin, les membres de la fratrie, les frères et sœurs, ils vont donner des choses pour soulager les parents, pour tenir le bateau de la famille le plus à flot possible. Mais ça ne peut pas se dire, et parfois ils sont tellement loyaux qu'ils n'arrivent même quasi pas à le penser. Par contre, pouf, ça se balance aux frères et sœurs, c'est-à-dire j'ai fait la vaisselle, tu es repassé 1 heure après en laissant une assiette que tu n'as pas nettoyée, tu fais trop de bruit, tu ne tiens pas compte de moi, tu me dois la considération, tu arrêtes de m'embêter, tu arrêtes de venir me trouver. Donc là, on a parfois l'idée que ces enfants-là ne s'entendent pas du tout. Mais en fait, c'est prendre le problème un peu à l'envers. C'est-à-dire que quand tout est bloqué de ça vers les parents, tout ce qui se passe entre les frères et sœurs risque d'être chargé de cette note, de cette ardoise qui se joue avec leurs parents, mais qu'ils se font payer entre eux. Quand on demande à ma mère comment j'étais quand j'étais petite, le premier mot qu'elle dit, c'est autonome. Donc voilà, à chaque fois, c'est Anissa, elle savait tout faire toute seule. Enfin, il y avait autonome, souriante, toujours en train de rigoler. Et donc c'est vrai que je me dis, est-ce que c'était vraiment toi ou est-ce que c'était ce que tes parents avaient envie de voir aussi? Donc ça, c'est vrai qu'on se pose toujours cette question. Anissa est la petite dernière d'une fratrie de 4 enfants. Quand elle est arrivée dans la famille, le frère aîné avait déjà 10 ans et formait avec la sœur cadette et un autre frère un trio assez explosif. Aujourd'hui, ils vivent tous chacun de leur côté, mais Anissa réfléchit encore à la place qui lui a été attribuée et aux logiques de loyauté bien gratinées qui en ont découlé. D'ailleurs, attention, il y a des choses qui peuvent être violentes à entendre dans l'histoire qu'elle va raconter. Mon plus grand frère, il s'appelle Samir, il va avoir 40 ans cette année. Il est handicapé, donc c'est souvent comme ça que je le présente. Après Samir, c'est Mona, du coup, elle a 2 ans de moins. Et ensuite, 2 ans après, c'est Karim. Et donc moi, je suis vraiment de loin la petite dernière. Je dis mon frère handicapé parce que dans la mentalité, c'est un peu comme si c'était un enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il peut comprendre des discussions. Si on lui dit « va chercher un verre d'eau », il va comprendre qu'on lui demande ça. Mais par contre, les trucs abstraits des adultes, on va dire ça, il va pas forcément le comprendre. Et quand j'étais petite, je comprenais pas qu'il était handicapé. Enfin, j'arrivais pas à le croire. Donc, du coup, je me souviens que quand il était tout seul dans sa chambre, je regardais s'il allait pas arrêter d'être handicapé. Comme si quand il était avec nous, il faisait semblant. Comme ça, les parents s'occupent plus de lui. Nous, en tout cas, dans la famille, on se dit pas « je t'aime », ni on le dit à nos parents, ni eux nous le disent. Et je sais plus, je crois qu'un jour j'avais dit « mais pourquoi tu nous dis pas je t'aime » ou comme ça à mon père. Et il dit « mais il y a que Samir qui a besoin d'amour ». Et je me suis dit « ah bah ok ».
Mais je pense que ça s'est encore plus ressenti pour ma sœur, qui est la deuxième. Elle a vraiment vécu d'être la grande sœur et d'avoir un enfant qui prenait toute la place. Ça a créé des traumas et des difficultés chez mes frères et sœurs qui font qu'ils avaient eux-mêmes vraiment un besoin de se différencier, de chercher de l'amour. Et donc, chacun à leur manière voulait exister, en fait. Et Karim, du coup, mon autre frère, il a plus eu des problèmes, on va dire, à l'école, des problèmes avec la justice. Et ma sœur, c'était plus un fort besoin d'attention, du coup, des crises. Ouais, c'était vraiment la volonté de se rebeller. Et donc moi, je suis arrivée un peu avec un... On a déjà assez de problèmes, ne nous en fais pas en plus, parce que je suis arrivée plus longtemps après, que j'ai pas connu ce moment où ils étaient tous les trois. Et même ma mère, elle me dit ça des fois, elle dit ça allait pas, il fallait qu'un enfant qui aille, quoi. Donc... Mais ouais, je pense qu'on sait nos places finalement. On sait un peu nos places dans les familles. Le tumulte des frères et sœurs à gérer, c'était difficile pour mes parents, quoi. Ma mère, elle est infirmière, donc elle travaillait jusqu'à minuit parfois, et elle avait pas de week-end, donc en fait, il y avait personne... Enfin, ils galéraient à s'occuper de nous, quoi. Ça allait dans tous les sens. Et il y a aussi une phrase que ma mère m'a dite, où je me souviens encore. Du coup, je pense que j'étais ado, mais souvent, ma mère, quand elle en avait marre, on partait en voiture ensemble, on allait manger quelque part, et elle dit, voilà, il faut sortir de la maison. Et donc là, ça devait sûrement être un moment de crise encore. Et du coup, elle m'a dit, tu feras pas de crise d'ado, hein. Et du coup, j'ai dit, non, non. Pour ne pas en rajouter vis-à-vis d'un parent en difficulté, il y a des enfants dont la contribution totalement silencieuse mais majeure, c'est de ne pas faire de demande, ce qui est une autre façon de donner de soi. Et donc gérer seul, soit une émotion, une anxiété, une angoisse, un problème. Ce qu'on décrit aussi de l'enfant parfait ou de l'enfant neutre. L'enfant parfait ou l'enfant neutre sont des enfants qui soit font tout bien pour satisfaire les parents, pour au moins leur apporter une satisfaction dans ce climat difficile, ou l'enfant neutre, c'est-à-dire l'enfant qui passe inaperçu, qui ne demande rien pour lui, ce sont des contributions absolument majeures, parce que ça fait des soucis en moins pour les parents, mais cette contribution-là, elle est la plupart du temps complètement invisible. Et si elle est invisible aux yeux des parents, elle l'est aussi aux yeux des frères et sœurs. Moi, j'avais l'affection de ma mère qui disait « Ah, mais quand je vais pas bien, viens Anissa, je te prends, on va partir quelque part manger. » Donc finalement, je pense que tu l'assimiles comme toi, on t'aime bien parce que justement, t'es sage, tu fais bien les choses et du coup, tu profites d'avoir une mère qui est pas en colère contre toi. Ça montrait le côté simple à vivre. Mais il y avait quand même des choses où, par exemple, c'était dur de demander de l'aide, ça a pris du temps. Moi, je parlais pas trop de ma vie personnelle, toujours une petite distance, de pas vouloir leur donner mes problèmes. Par rapport à ça, le fait que j'ai été agressée sexuellement quand j'étais petite par le fils de ma nourrice, chez ma nourrice, quand j'étais gardée, entre mes 0 et mes 10 ans. Je l'ai dit à 16 ans pour la première fois à ma sœur. Et ensuite, je l'ai dit à mes parents. Le fait de ne pas réussir à oser parler, ça a influencé. Je pense que tu essaies de garder le même comportement parce que tu veux pas changer la manière dont on t'aime, tu veux pas changer les mécaniques de la famille, etc. Ma mère, du coup, le fait d'être surmenée au travail, d'avoir un enfant handicapé et d'avoir des enfants difficiles, t'as pas envie de voir, mais tu fais peut-être pas forcément attention assez bien en fait aux signes qu'il pourrait y avoir. Et donc en fait, quand du coup j'ai porté plainte à 17 ans, la police, ils lui ont demandé si j'avais changé de comportement après ce qui s'était passé. Elle a dit non, tout allait bien, elle avait toujours des bonnes notes, elle souriait, tout allait bien. Mais il y avait une chose aussi qui aurait pu faire un déclic, en tout cas se poser des questions, c'est qu'il y a un moment où je voulais plus monter dans ma chambre, parce que du coup, ma chambre, c'est une mezzanine avec un grand escalier, et le flash qui me revenait quand j'avais les flashs de l'agression sexuelle, c'était monter l'escalier pour aller dans la chambre où je subissais les agressions sexuelles. Et donc du coup, je voulais plus monter l'escalier de ma chambre et dormir dans ma chambre, donc je dormais avec mon frère. Et du coup, oui, je me souviens que j'avais un matelas du coup à côté de mon frère et qu'on regardait Lost ensemble.
Karim, du coup, mon autre frère. Puis en plus, comme il est plus grand que moi, lui, c'était un peu un ado, donc j'avais envie d'être réconfortée, d'être avec une personne où je me sens proche, qu'on n'en parle pas, mais qu'on regarde une série ensemble, et que du coup, ça allait mieux. Même, je me souviens même pas comment lui, il a réagi, parce que c'est vrai qu'il se disait pas, qu'est-ce qu'a fait ma petite sœur à dormir dans ma chambre. Je n'ai pas osé contacter les 3 frères et sœurs d'Anissa pour leur demander à eux aussi leur version de l'histoire. Mais c'est ce que Stéphanie Axe organise dans ses consultations spécialisées. Une espèce de reconstitution collective des épreuves familiales que les fratries ont traversées comme elles pouvaient en mode survie. Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans les rencontres de fratries adultes, c'est la façon dont les autres vont prendre conscience de choses qu'ils n'avaient jamais imaginées. Mais vraiment, chacun de nous avons une idée très construite de ce que nos frères et sœurs ont vécu ou ont vu, pas vu, fait, pas fait, c'est-à-dire telle injustice avec mes parents, tiens, comment a réagi vous pensez que votre frère a vu? Bien sûr qu'il voyait, mais il n'a jamais réagi. Et puis alors, en fait, en permettant à chacun de dérouler une pensée et un vécu jusqu'au bout, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire en famille, en fratrie, autour d'un repas de Noël ou autour d'un verre de vin, parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que on se coupe très vite. Donc c'est en se racontant devant les autres que chacun va prendre conscience d'abord pour lui-même, et puis pour les autres, que personne ne sait là où vraiment réside la blessure ou l'injustice pour chacun, parce que on pourrait même se faire une idée de tiens, je pense que ce qui a été le plus difficile pour mon frère ou ma sœur, c'est ceci, et en fait pas du tout. Et ça, on ne le saura jamais si on ne met pas les personnes en dialogue. Avant de le dire à ma sœur, j'avais écrit une lettre où je disais ce qui s'était passé à ma mère, et dans la lettre, j'écrivais que je voulais pas le dire à ma mère parce que ça allait être trop dur pour elle. Et du coup, je disais, mais c'est pas grave, même si quelque chose est arrivé, c'est pas à toi de porter ça, c'est à moi ça m'est arrivé à moi, donc ça va aller, donc je veux le dire, mais je veux pas que ça te rende triste. Donc c'est pour ça que je préfère pas te donner cette lettre, etc. Après, souvent, c'est ça, dans ces questions-là, c'est qu'on le dit à l'autre, et après, on est obligé de dire à l'autre, non, mais ça va. Alors que c'est à nous qu'on doit dire, ça va aller. Mais ce qui était bien, c'est quand même que j'avais ma sœur, du coup, à qui je pouvais me confier. Elle a pris en charge le fait que les parents étaient pris par plein de choses. Et donc, du coup, c'est ma sœur quand même qui a pu m'écouter, souvent quand ça n'allait pas. Même si il y a plein de difficultés qui faisaient que c'était à cause de mon grand frère et de mes frères et sœurs, peut-être qui était difficile, qui fait que je devais être l'enfant parfait. En même temps, heureusement qu'il y avait ma sœur pour que je puisse ne pas être cet enfant parfait, avec ma sœur à qui je pouvais dire ah ça c'est dur, ça je sais pas, et lui poser des questions personnelles, etc. Donc ma sœur, ça a vraiment été une ressource, ouais. Alors, madame, qu'est-ce que t'as comme mal, ma chérie? Juste mal à la tête. Voilà. Il faudra prendre du sirop et faire une petite piqûre. Mais elle ne va pas faire mal. Ma chérie, je vais écouter ton cœur. Oui. Bon, alors, voyons voir ce qui est dans le cœur. À la fin de l'entretien, Stéphanie Axe, la thérapeute, m'a expliqué qu'il n'y avait pas forcément besoin de 32 séances avec ses frères et sœurs pour parvenir aux prises de conscience attendues. Ça peut même aller assez vite. Et de toute façon, l'objectif n'est pas de mettre tout le monde d'accord sur un récit officiel unique, du style « on a tous été formidables dans cette histoire, pourquoi on ne réserve pas tous ensemble un grand gîte dans le Morvan pour les prochaines vacances ?» Non, merci. J'ai en tête, par exemple, une sororie de 4 sœurs où donc le père est parti quand elles étaient très jeunes. Elles sont restées avec une mère qui était dans une précarité économique telle qu'elle faisait un travail de jour et de nuit. Donc ça veut dire qu'à 8, 9, 10 ans, elles étaient seules, devaient se faire à manger. Donc, à un moment de leur adolescence, elles avaient l'impression d'être un peu seules à faire le maximum pendant que les autres essayaient d'échapper à leurs tâches. Et en fait, en repartageant tout ça ensemble, elles se sont dit, en fait,
L'une donc a pu dire moi je pense que ça n'a pas été vu, mais ma façon à moi de ne pas peser sur la famille, c'était de gérer ma scolarité toute seule, d'avoir des bonnes notes, d'être toujours super autonome, de ne rien demander à personne. Et ça, je pense qu'on n'a pas mesuré l'énergie et l'effort que ça me demandait effectivement, en plus d'essayer de participer aux tâches. Une autre disait, quant à moi, j'essayais effectivement à l'adolescence, quand toutes mes copines investissaient des relations amoureuses, faisaient des sorties. Moi, quand les deux plus jeunes rentraient, l'une était autonome pour ses devoirs, mais la plus petite, je l'aidais beaucoup. Je commençais à préparer le repas. Et donc, je sacrifiais mes sorties. Et puisque c'était la dynamique familiale, ça semblait normal. Et puis, l'aîné pouvant dire aussi, moi, j'avais un rôle de devoir donner le cadre ou l'autorité ou de veiller sur vous. Et puis, quand moi, à 16 ans, je suis partie de la maison, là, vous avez eu l'impression que je vous abandonnais. Et les autres confirment, oui, effectivement, on avait l'impression d'être abandonnés. Et alors, elle peut dire, je ne sais pas si vous étiez au courant que je voyais quasi maman tous les jours. À ce moment-là, elle était dans une relation amoureuse très problématique, où elle était sous emprise. Et elle venait, parce que j'étais l'aînée, me demander des conseils. Donc, tous les jours, j'essayais de rassurer maman et lui donner des conseils. Donc, ces choses-là, les plus petites ne l'ont pas vues. Tout comme on n'a pas forcément vu, pendant qu'on faisait ce devoir toute seule pour ne pas peser, que la deuxième était en train de préparer le repas plutôt que d'aller en sortie avec ses copines. Et la petite dernière, c'est finalement celle qui a le plus constaté tout ce que ses sœurs aînées ont fait pour elle et qui peut dire, sans elle, je ne sais pas où je serais. Mais elle aussi, ses contributions ont été soulignées par les sœurs en disant « Mais toi, tu étais notre petit soleil. Toi, tu nous donnais de la joie. Toi, le fait que tu sois toute petite, c'était de la chaleur et du plaisir et de l'affection à travers toi. » Pour dire à quel point elles ont chacune donné la moindre cellule possible pour que tout fonctionne et que quand chacune pouvait dire ce qu'elle avait tenté de donner, les autres étaient épatées en fait de voir que c'est vrai que dans le fond on a vraiment donné le maximum et on a fait ce qu'on pouvait avec cette situation. Pour terminer, Stéphanie Ax m'a donné un dernier conseil. Elle m'a dit que ça valait le coup, quand on a des enfants, de faire en sorte qu'ils aient des moments pour se parler directement, sans les parents dans la tour de contrôle. Les inciter à se dire ce qu'ils observent les uns des autres, ce qu'ils attendent, et comment chacun essaye de contribuer, même maladroitement, même de manière invisible, à ce qui se passe dans la maison. Ça peut aider à donner toutes ses chances à la fratrie. Bon, elle n'a pas dit exactement comment s'y prendre. Moi, je me vois déjà arriver avec mes gros sabots et me faire remballer par mes filles. Mais je vais essayer. Non, j'arrête. Tu me coupes tout le temps, j'essaye, mais toi tu me coupes. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Vous êtes bien entendu? Très bien. Très bien. On se rappelle chignon de temps en temps, mais comme c'était des perruques de Caritas, ça les revient. Non, je blague. On s'entendait très bien.